Pour vraiment saisir certains classiques, des fois ça prend une sorte de carte secrète. C'est justement ça qu'on explore aujourd'hui, la structure cachée qu'un sociologue, Pierre Bourdieu, a découverte dans un des plus grands romans français. Bon, alors on plonge direct. Tout part d'une énigme, un vrai casse-tête qui se trouve au cœur même du roman de Flaubert. C'est la grande question, hein? Comment ça se fait que quelqu'un qui a, en apparence, toutes les cartes en main pour réussir peut finalement passer complètement à côté de sa vie? C'est ce mystère-là qu'on va tenter de percer. Alors, la personne au centre de cette énigme, c'est lui, Frédéric Moreau. C'est le protagoniste, ou peut-être plus l'anti-héros, du fameux roman de Flaubert, L'éducation sentimentale. Le gars a tout pour lui, là. Il hérite d'une fortune, il est jeune, il a du charme, il a même des ambitions artistiques. Mais pourtant, sa vie, c'est juste une longue histoire de paralysie, d'échecs. Un fiasco après l'autre. La question, c'est pourquoi? Comment c'est possible? Alors, pour avoir la réponse, il a fallu attendre pas mal de temps. Et l'arrivée d'un genre de détective. Un détective sociologue. Et c'est là que Pierre Bourdieu arrive, des décennies plus tard, et il propose une lecture complètement différente. Il dit en gros, le problème, c'est pas le personnage, c'est le monde dans lequel il vit. C'est la structure invisible de la société qui l'entoure. Et cette citation, elle résume parfaitement son idée. Il nous dit que la structure du roman, c'est la même que la structure de la société dans laquelle Flaubert lui-même vivait. Autrement dit, le livre n'est pas juste une histoire inventée, c'est un miroir de l'espace social de l'époque. Et voilà, ça, c'est la fameuse carte, la clé de l'énigme. Bourdieu a carrément dessiné la carte de ce monde-là. Ce qu'on voit, c'est un diagramme qui représente ce qu'il appelle le champ du pouvoir dans le Paris du 19e siècle, celui que Flaubert décrit. Et ce champ, cet univers, il est structuré par deux grands pôles qui s'opposent, comme les deux pôles d'un aimant. D'un côté, on a le pôle de l'art et de la bohème. De l'autre, le pôle du pouvoir plus terre-à-terre, la politique et le monde des affaires. Le premier pôle, celui de l'art, il est représenté par un personnage, le marchand Arnaud. Dans son monde, ce qui compte, c'est le prestige symbolique, la réputation, la vie de bohème. On méprise un peu l'argent, le commerce, c'est pas ça l'important. Et, à l'autre bout du spectre, complètement à l'opposé, on a le pôle des affaires. Lui, il est incarné par le banquier d'Ambruse. Et là, les valeurs sont claires, c'est l'argent, le pouvoir, l'ordre social bien conservateur. On est vraiment dans deux univers qui ne peuvent pas se comprendre. OK, donc on a la carte, on a les deux pôles. Maintenant, la question c'est comment les personnages naviguent là-dedans. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Bourdieu appelle ça un champ social. L'image du champ magnétique est parfaite pour comprendre. Selon qui on est et où on se trouve dans ce champ, on est attiré par certaines forces et repoussé par d'autres. Et notre pauvre Frédéric, lui, il est où? Flaubert le place exactement au milieu, tiraillé entre les deux. En fait, pour Bourdieu, Flaubert mène une sorte d'expérience sociologique en laboratoire. Il prend plusieurs jeunes hommes avec des capitaux de départ différents, de la richesse, des contacts ou rien de tout ça, et il les lâche dans ce champ social. Puis, il regarde ce qui se passe. Il observe leur trajectoire. Alors, c'est quoi les résultats de l'expérience? Qui gagne, qui perd? Et la vraie question, pourquoi? Les trajectoires sont super claires. On a Martineau, il joue le jeu du pouvoir, il suit les règles et il gagne, bingo. Ensuite, il y a Sissi, l'aristocrate. Lui, il n'a même pas besoin de jouer, il fait juste reproduire sa position. Après, on a Deslauriers. Il part de rien, il est plein de ressentiments, mais il n'arrive jamais vraiment à percer. Et Frédéric, au milieu de tout ça, il est complètement déchiré entre les deux pôles et il échoue sur toute la ligne. C'est Frédéric lui-même qui, à la fin de sa vie, trouve les mots justes pour décrire son échec. Il parle d'un défaut de ligne droite. En gros, il a manqué de direction. Il a passé son temps à zigzaguer, à tirer un coup par-ci, un coup par-là, sans jamais choisir une voie. Résultat, il n'est allé nulle part. Mais attendez, c'est pas fini. L'analyse de Bourdieu nous réserve une dernière pirouette, un twist final. Et cette fois, ça concerne Flaubert lui-même. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Frédéric, avec toute son indécision, c'est pas tout simplement un autoportrait de Flaubert? Après tout, l'auteur se met souvent dans ses personnages, non? Et la réponse de Bourdieu, c'est un non. Un non catégorique. C'est beaucoup plus subtil que ça. Frédéric, ce n'est pas Flaubert. C'est ce que Flaubert avait peur de devenir. Et c'est ça, toute la différence. Frédéric Moreau, lui, il est piégé par ce champ social. Il subit passivement. Son indécision le mène à l'échec. Mais Gustave Flaubert, lui, il est le maître du jeu. Il ne subit pas, il analyse activement ses forces sociales et il en fait une œuvre d'art qui traverse le temps. Autrement dit, en écrivant ce roman, Flaubert a fait plus qu'une histoire.
Il a dessiné la carte des forces qui auraient pu le détruire lui aussi. Et en faisant ça, en les mettant sur papier, il a réussi à s'en libérer. Il a conquis sa liberté en tant qu'artiste. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La grande idée, au fond, elle va bien au-delà de Flaubert et de son roman. Le point à retenir, c'est que l'art, la culture, ça n'arrive jamais dans un vacuum. Chaque œuvre, il produit de son propre champ social, d'un espace de pouvoir avec des règles du jeu souvent invisibles. Et ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Si on prenait cette idée de carte secrète et qu'on l'appliquait à ce qu'on consomme, les films, la musique, les séries, quelle carte du pouvoir est-ce qu'on découvrirait?